Bonjour, je m'appelle Antoine Bren, je travaille en Espagne, à l'université Castilla-La Mancha, à Ciudad Real. Donc vous voyez, Ciudad Real, c'est là, à peu près 200 km au sud de Madrid. Alors si Ciudad Real, vous ne connaissez pas, vous connaissez certainement Don Quichotte et Sancho Panza, c'est deux larrons. Don Quichotte de la Manche, c'est tout à fait la région de La Mancha. Je voudrais remercier Arocha de me donner l'opportunité de donner cette conférence. Et puis je vais vous parler de ça, donc peut-on croire à la science du climat. J'espère répondre, en fait mon but est de répondre à un certain nombre de questions que tout le monde se pose, je pense. D'abord, un certain nombre de comment. Comment peut-on parler du climat à long terme? Comment sait-on qu'il y a un réchauffement climatique? Comment sait-on qu'il est dû à l'augmentation des gaz à effet de serre? Et puis, pour finir, comment sait-on que ces gaz à effet de serre viennent de nous? Et enfin, je dirai un mot sur l'état du consensus scientifique vis-à-vis de ces questions. Alors, comment peut-on prédire le climat dans 50 ans si on ne sait pas s'il pleuvra dans 20 jours? Une question qui revient souvent et qui, bien évidemment, est tout à fait légitime. Et je pense qu'on peut commencer à y répondre en posant deux autres questions. La première, fera-t-il plus chaud à Paris en juillet qu'en janvier? Et je pense que si on faisait un sondage là-dessus, tout le monde dirait que, bien évidemment, il va faire plus chaud à Paris en juillet qu'en janvier. Donc vous voyez qu'on peut quand même avoir des certitudes sur ce qui va se passer dans plusieurs mois. Maintenant, ces certitudes ont une limite. Et on va voir cette deuxième question. Pleuvra-t-il le 15 juillet 2016? Ça, absolument personne ne le sait. On commencera à le savoir vers le 5-10 juillet 2016. D'accord, là on pourra commencer à avoir une idée. Mais avant, non. Alors, la première question a trait à ce qu'on appelle le climat. On va voir que c'est à peu près ce qui se passe en moyenne. C'est ce à quoi on s'attend. Donc on s'attend tout à fait à ce qu'il fasse plus chaud à Paris en juillet qu'en janvier, évidemment. La deuxième question a trait à ce qu'on appelle la météo, à savoir ce qui se passe vraiment. Et ça, effectivement, c'est une autre paire de manches. Alors je vais vous montrer une autre illustration sur cette diapositive. Qu'est-ce qu'on a là en jaune? On a l'évolution de la température, jour par jour, pendant toute l'année 2014, à Paris. Donc là, c'était le 1er janvier, à gauche. À droite, le 31 décembre. Le 1er août est là, vous voyez. Et on voit une belle oscillation. Mais surtout, c'est très très haché. D'accord? Donc ça, c'est la météo, à savoir, c'est ce qui s'est passé vraiment. Maintenant, il est évident que ce mouvement très très haché se développe, je dirais, autour d'une tendance lourde, que je pourrais représenter par cette ligne bleue. Et ça, c'est le climat. Donc vous voyez très très bien que, bien évidemment, la météo, je dirais, ces oscillations-là, se développent autour de cette ligne bleue qui est le climat. Quelquefois, chaque fois que la ligne bleue coupe la ligne jaune, ce qui s'est passé, c'est ce à quoi on s'attendait qu'il se passe. Mais assez souvent, comme vous voyez, il fait plus froid, ou alors il fait plus chaud. Il y a même des jours du mois d'avril où il a fait plus froid que d'autres jours du mois de janvier. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il y avait moins de soleil, moins d'irradiation solaire en avril qu'en janvier. Donc dans une certaine mesure, la météo fait un peu ce qu'elle veut autour du climat. Alors c'est justement parce que le climat, c'est la moyenne de la météo, et parce que le climat dépend de là où vous êtes sur la Terre, dépend de la quantité d'énergie solaire qui arrive, que dans les guides touristiques, on vous dit ce à quoi vous pouvez vous attendre. Alors ça, c'est par exemple Lonely Planet, c'est l'équivalent du guide du routard anglo-saxon. Ça, c'est la page pour Paris du climat. Et on vous dit tout à fait ce à quoi vous pouvez vous attendre en termes de température et en termes de précipitation, sans avoir aucune boule de cristal, sans avoir des moyens de calcul que Météo France n'a pas, simplement parce que le climat, tout le monde sait ce que c'est, et ça, c'est tout à fait prévisible. Donc voilà, je pense un peu avoir éclairci quelle est la différence entre la météo, qu'on ne peut pas prédire longtemps à l'avance, et le climat, dont on peut parler longtemps à l'avance. C'est ce qu'on va voir. Alors maintenant, ma deuxième question. Comment sait-on qu'il y a un réchauffement? Eh bien, en fait, il y a beaucoup d'indicateurs qui parfois baissent, qui parfois montent, et qui indiquent tous que le globe est en train de se réchauffer. Alors d'abord, ceux qui baissent. La banquise arctique, la glace qui flotte là-haut, comme vous le voyez, ça baisse.
Alors vous voyez qu'il y a un peu des oscillations, parfois saisonnières, parfois un peu plus que ça, mais qu'il y a une tendance lourde, de nouveau, à la baisse. Et c'est cette tendance lourde qui nous montre un changement de climat. La banquise antarctique, en bas, eh ben de nouveau, là, des chiffres depuis 2002, de nouveau, il y a une tendance lourde à la baisse. Ça, c'est la banquise du Groenland. De nouveau, même tendance à la baisse. Le drame juste avant, d'accord, c'est que cette photo-là, c'est pas du tout anecdotique. C'est pas du tout une exception. C'est plutôt représentatif de ce qui se passe en général. Donc là, on a vu beaucoup de choses qui baissent. Maintenant, on va voir des choses qui montent. Ça, c'est le contenu énergétique des océans, entre 0 et 700 mètres. Et vous voyez de nouveau, même tendance à la hausse. Alors ce graphe, il est quand même assez intéressant, parce que réchauffement, ça veut dire qu'il y a plus d'énergie dans le système Terre, je dirais, et 90% de cette énergie va là, va dans l'océan. Donc l'essentiel du réchauffement, on pourrait dire, est là, dans l'océan. Ça, c'est la star des indicateurs. Donc ça, c'est celle que tout le monde connaît. C'est la courbe de la température globale, d'accord? Donc on mesure la température sur l'ensemble du globe, avec plein de stations météo. Ensuite, on fait la moyenne autour du globe, puis on fait la moyenne dans le temps, sur un an. Et ça donne les carrés noirs qu'on a ici. Et donc vous voyez, de nouveau, ça monte, et en 2015, on a de nouveau battu le record qu'on avait déjà battu en 2014. Alors, vous voyez qu'on a plus ou moins, à peu près, plus 1 degré de réchauffement depuis l'ère pré-industrielle, depuis le 19e siècle. Et rappelez-vous de ce 1 degré, il va servir dans la suite. Autre chose qui monte, le niveau des mers. Donc de nouveau, hein, une hausse assez régulière. Et ce graphe-là est aussi très intéressant parce qu'en fait, il est le fruit naturel. Le niveau des mers, c'est le fruit de 2 indicateurs qu'on a déjà vus. Premièrement, la fonte des glaciers, ou alors des glaces du Groenland ou de l'Antarctique, c'est-à-dire de la glace qui n'est pas déjà dans la mer. La glace de l'Arctique, en haut, elle est déjà dans la mer, donc elle ne va pas faire grand-chose. En fait, elle ne va rien faire du tout si elle fond. Et puis deuxièmement, on a vu que l'océan se réchauffe, et ça fait que l'eau se dilate. Et donc sous l'effet de la dilatation de l'eau, plus de la fonte des glaciers, des calottes de glace qui sont déjà sur la Terre, et ben le niveau de la mer monte. Alors je vais faire un zoom là sur les... Vous voyez, ça c'est... j'y ai pris très récemment sur la NASA. De nouveau, on a cette tendance lourde. Et puis, excusez-moi, je ne peux plus m'en empêcher. Preuve indubitable du réchauffement climatique, le raccourcissement des sous-vêtements depuis le 19e siècle. On va rapidement là-dessus. Donc là, sur cette diapositive, j'ai résumé les 7 indicateurs qu'on a vus avant, d'accord? Donc tout ce qui baisse, grosso modo, tout ce qui est froid, ben, ça fond. Et puis tout ce qui n'est pas froid, liquide ou gazeux, et ben, soit le niveau de la mer augmente, soit l'atmosphère se réchauffe, soit les océans se réchauffent. Juste une petite parenthèse. Là, je mets un trait là où est l'année 1998, juste pour expliquer que cette histoire d'absence de réchauffement depuis 1998, ben, c'est un mythe. Vous voyez, l'extension de la glace arctique continue de baisser, les glaciers continuent de fondre, l'Antarctique continue de baisser, le Groenland continue de fondre, et puis l'océan continue à se réchauffer, l'atmosphère continue à se réchauffer, et le niveau de la mer continue à monter. D'accord ? Donc depuis 1998, ça continue de se réchauffer. Donc là, je résume rapidement. Vous voyez, il y a des choses qui montent, il y a des choses qui baissent, on les a vues en détail. Mais le message principal, c'est qu'il y a bien plus qu'un seul indicateur. Et tous ces indicateurs vont dans le même sens, à savoir qu'il y a un réchauffement. Alors maintenant, on va voir d'où vient ce réchauffement. Pourquoi il y a un réchauffement? Et alors là, il faut que je fasse un turbo-cours de climatologie. Alors juste, un petit avertissement, je sais que les équations mathématiques donnent du l'urticaire à la plupart des gens, mais il faut quand même que j'en mette une, juste une seule, d'accord? Et je crois que c'est utile pour un peu montrer que, en dessous de tout ça, en dessous de ces messages,
Il y a du quantitatif, il y a de la science, de la physique qui a au moins 100 ans, qui a au moins un siècle, qui est très très robuste. Euh, et il y a des choses précises, on va voir. Donc, mon turbocours de climatologie. Ça c'est la Terre, ça c'est le Soleil. La Terre reçoit du Soleil une certaine quantité d'énergie, d'accord? Et puis on a une quantité, une fraction alpha, qu'on appelle l'albédo, qui en fait rebondit et repart directement dans l'espace. Donc ce qui entre, eh ben, c'est 1 moins alpha fois ce truc-là. Donc si alpha par exemple c'est 30%, 1 moins 30% ça fait 70%, donc c'est 70% de CS qui est l'énergie qui rentre dans la Terre. Maintenant cette énergie, ensuite elle est réémise vers l'espace, selon une formule, alors qui s'appelle la formule Stefan-Boltzmann. Sigma, c'est une constante universelle. Et T, c'est la température moyenne de la Terre. Le puissance 4, là, ça veut dire qu'on multiplie la température 4 fois par elle-même. Et ça aussi, c'est une formule qui a plus d'un siècle et qui est ultra vérifiée. D'accord ? Alors ça, c'est ce qui repartirait dans l'espace s'il n'y avait pas d'atmosphère. Mais il y a une atmosphère. Et qu'est-ce qu'elle fait cette atmosphère? Eh bien, cette atmosphère, elle est transparente pour certains types de ces rayonnements-là, et elle est opaque pour d'autres. Alors en fait, vous pouvez penser à votre propre corps. Votre propre corps, il est transparent au rayon X. C'est pour ça qu'on peut se faire des radios à l'hôpital, parce que les rayons X passent à travers votre corps. Mais votre corps, il est opaque à la lumière visible, qui est une autre forme. Les rayons X, c'est un type de lumière, et puis un autre type de lumière, c'est la lumière visible. Et donc, cette lumière visible, elle ne passe pas à travers vous, c'est pour ça que je ne peux pas voir à travers vous. Et alors, parmi toute cette lumière qui est émise du sol et qui repart vers l'espace, avec cette intensité-là, totale, eh ben, il y a certains de ces rayons lumineux qui sont bloqués par l'atmosphère. Et donc, ce qui repart finalement, ce qui traverse l'atmosphère et ce qui repart dans l'espace, eh ben, ce truc-là, mais seulement une fraction de ce truc-là. Donc, on va multiplier par une constante, on peut l'appeler epsilon, qui est plus petite que 1. Donc, de nouveau, si cet epsilon, ça veut dire 0,5, ça veut dire qu'il y a la moitié de tout ça qui finalement repart vers l'espace, parce que l'autre moitié est restée bloquée dans l'atmosphère. Donc ce qui sort à la fin, c'est mon coefficient epsilon, fois sigma, fois T4. Et puis les deux doivent être égales. Et donc vous voyez que cette petite équation toute bête, ça peut me permettre de déterminer la température T, la température moyenne. Alors, qu'est-ce qu'on... Eh bien, on sait, on vient de voir, que depuis le 19e siècle, on va dire, ma température moyenne, elle a changé d'1 degré. Ce qui veut dire que quelque chose d'autre a changé dans cette équation. Parce que si là j'ai un égal, et que ça a changé, il faut que quelque chose d'autre ait changé, sinon j'ai plus égal. Alors, le alpha, il a quasiment pas changé. D'accord? C'est-à-dire le pourcentage d'énergie solaire qui repart vers l'espace, il a quasiment pas changé. Et s'il a un tout petit peu changé, ce serait plutôt dans le sens d'un refroidissement. Donc on va travailler en supposant qu'il n'a pas changé, ce qui est très très proche de la réalité. Et puis sigma ici, ben, ça ne change pas parce que ça c'est une constante universelle, comme la vitesse de la lumière, la charge de l'électron, toutes ces choses-là, ça ne change pas. Il ne reste que deux suspects, et c'est tout. Soit l'énergie qui vient du Soleil, soit la composition de l'atmosphère, qui bloque plus ou moins la radiation qui vient du sol et qui veut aller vers l'espace. Donc vous voyez, ça sert quand même d'avoir une équation. Ça permet de faire une liste exhaustive de tous les coupables possibles. On va commencer par s'occuper du Soleil. Et bien évidemment, c'est la première question qu'on se pose. Est-ce que ce ne serait pas le Soleil? Est-ce qu'il n'y aurait pas des cycles naturels qui font que la quantité d'énergie solaire qui nous arrive change? Ben, tout à fait. Il y a des cycles de grande amplitude dont on a tout à fait la trace sur au moins le dernier million d'années, qui ont provoqué des changements de température, des changements de pas mal de choses.
On les appelle des cycles de Milankovitch, si ça vous intéresse. Le problème, c'est que le plus court de ces cycles fait 20 000 ans. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un réchauffement qui se déroule depuis, on va dire, 100 ou 200 ans. Et donc, en fait, ça, c'est beaucoup trop lent. Ces cycles-là, même le plus court d'entre eux, est incapable de faire quoi que ce soit en 100 ans. Je vous propose l'illustration suivante. Vous êtes dans une pièce avec un enfant, et il y a sur la table un objet auquel l'enfant ne doit pas toucher. D'accord? Vous sortez de la pièce, vous revenez dans la pièce, bien évidemment l'enfant, il a fait son boulot d'enfant, il a touché à l'objet. Et là, il vous dit, tout candide, « Non, non, mais c'est pas moi, c'est que mes ongles ont poussé, et ça a fait bouger l'objet. » Ça serait un peu marrant quand même, parce que les ongles, ça pousse de 1 mm par mois, à peu près. Donc pour que l'objet bouge de 10 cm, il aurait fallu que l'enfant reste là, assis, pendant 100 mois, d'accord? Sans bouger, ni rien du tout. En fait, c'est 100 fois trop long. Là, c'est un petit peu pareil. 20 000 ans, ça ne le fait pas. C'est beaucoup trop lent pour expliquer un réchauffement qui se passe depuis 100 ou 200 ans. Alors, bien évidemment, question suivante. Est-ce qu'il y a des cycles plus courts? Oui. Il y a un cycle de 11 ans. On a repéré des cycles similaires, d'ailleurs, sur d'autres étoiles. Le Soleil n'est pas le seul à faire ça. Et là, je vous ai tracé, alors pour des raisons techniques, je n'ai pas tracé le CS dont je vous parlais, mais 4 fois CS. Et je vous ai tracé l'évolution de la quantité d'énergie solaire qui arrive sur la Terre depuis 1940. Alors, je veux quand même attirer votre attention sur une chose. Pour arriver à avoir une variation, sur l'échelle verticale, là, j'ai besoin de mettre 1360 en bas et 1362 en haut. C'est des watts par mètre carré pour le côté technique de la chose. Donc la morale de cette histoire, vous voyez, c'est que ça varie vraiment pas beaucoup. Ça varie entre 1360 watts par mètre carré et 1362 watts par mètre carré, et encore, je suis gentil. Donc en fait, ça fait une variation relative d'à peu près 0,1%. Et quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on peut se demander, tiens, est-ce que notre petite équation-là, elle ne pourrait pas nous dire quelle variation de température on pourrait attendre d'une variation relative, à la hausse ou à la baisse, hein, de 0,1% de ce CS, là, de ce coefficient. Et oui, donc je ne vais pas entrer dans les maths, hein, mais c'est tout bête et on peut tout à fait calculer. Et on trouve 0,1 degré. D'accord? Ce qui est 10 fois trop faible, puisque nous, on cherche plus 1 degré. En plus, la direction n'est pas la bonne, puisque vous voyez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. L'échelle de temps n'est pas la bonne. Cette fois-ci, c'est trop court. On a un cycle de 11 ans. Nous, on veut quelque chose qui se passe en 100 ou 200 ans. Et puis, quand bien même la direction serait bonne de cette évolution-là, et quand bien même l'échelle de temps serait bonne, eh ben, l'amplitude ne marche pas. À savoir ce qu'on peut attendre de ce 0,1% de variation du Soleil. Si ça vous intéresse, c'est à cause des taches sur le Soleil qui envoient plus d'énergie, etc., etc. Bon. Mais ce qu'on peut en attendre, ben, ce serait une variation de température de 0,1 degré, ce qui est 10 fois moins que ce qu'on observe. Donc, c'est pas le Soleil. Donc, c'était une très bonne question de se demander est-ce que c'est le Soleil? Et la réponse, vous voyez, il y a beaucoup de raisons de dire ben non, c'est pas le Soleil. Alors, il reste qu'une seule chose, c'est la composition de l'atmosphère. Vous voyez, il n'y a rien d'autre. Et dans la composition de l'atmosphère, les facteurs principaux qui influent sur, on l'a vu, le climat, c'est-à-dire la manière dont l'énergie solaire elle rentre et elle sort, eh ben, c'est les gaz à effet de serre. Et les trois principaux, eh ben, c'est la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, ce fameux CO2, et le méthane, ce fameux CH4. Alors la vapeur d'eau, est-ce qu'elle a bougé? Eh ben non, elle a quasiment pas bougé. En fait, la raison est assez simple. Vous pouvez envoyer toute l'eau que vous voulez là-haut, elle va retomber rapidement, et c'est ce qu'on appelle la pluie. L'atmosphère ne garde pas l'eau. En fait, elle ne garde qu'une fraction assez fixe de l'eau qui dépend de sa température. Et donc, effectivement, il y a un tout petit peu plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère maintenant qu'il y a 100 ans, parce qu'il fait 1 degré de plus. Mais franchement, ce degré de plus, ça fait vraiment pas beaucoup plus de vapeur d'eau.
Et donc quand on regarde un petit peu dans les détails et qu'on regarde les chiffres, ça marche pas. Euh, donc cette vapeur d'eau, on peut considérer qu'elle a été quasiment constante. En revanche, on peut regarder les observations, parce que ça s'observe, de l'évolution de la concentration dans l'atmosphère du dioxyde de carbone et du méthane. Et depuis 1000 ans, eh ben, ça fait ça. Vous voyez, on a eu une très très belle hausse à partir des années 1800, on va dire. Donc si on regarde par exemple, je vais m'intéresser au CO2. Si on regarde l'augmentation du CO2, on a quand même 42% en plus de CO2 dans l'atmosphère, maintenant, que depuis qu'il y a 200 ans, on va dire. Et alors de nouveau, bien évidemment, ce 42%, eh ben, il change mon epsilon. Et on peut faire avec notre petite équation exactement ce qu'on a fait avec le Soleil avant. Est-ce qu'elle ne nous permettrait pas de calculer quelle variation de température on peut espérer, des variations de ce coefficient epsilon, le coefficient effet de serre, consécutive à 42% d'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Et la réponse, c'est 1 degré. D'accord ? Donc exactement l'ordre de grandeur qu'on observe. Ça pourrait tout à fait être 0,9 ou 1,1 ou 1,2. On ne s'attend pas à avoir un calcul précis à 10% près. D'accord ? On s'attend à avoir le bon ordre de grandeur. Et on a tout à fait le bon ordre de grandeur. Et donc vous voyez que là, ce facteur-là, c'est quand même assez étonnant et ça explique tout à fait ce qu'on voit, à savoir, là, on a une augmentation du CH4 et du CO2 qui correspondent exactement à la fenêtre temporelle sur laquelle on observe le réchauffement depuis 100 ou 200 ans, d'accord ? Ça va exactement dans le sens auquel on s'attend, enfin qu'on observe, de manière monotone, c'est-à-dire ça grandit à peu près constamment. Et puis, quand on demande aux lois de la physique ces augmentations-là de gaz à effet de serre, quel réchauffement ça pourrait produire, eh ben, ils répondent 1 degré, et ça c'est notre degré, évidemment. Et donc c'est pour ça qu'on sait que ce sont les gaz à effet de serre qui produisent ce réchauffement. Il n'a pas fait le calcul, il a juste établi le principe, et dit, bah, bien évidemment, l'atmosphère, il va faire un effet de serre qui va réchauffer le sol. Arrhenius, lui, il a fait le calcul. Et donc, si on regarde la formule qu'il a trouvée, et qu'on l'applique à nos 42% d'augmentation du CO2, on trouve, selon ses calculs, un réchauffement de 3 degrés. D'accord ? Donc, ce qu'on a observé, nous, c'est 1 degré. Alors, effectivement, c'est 3 fois plus. D'un autre côté, pour quelqu'un qui faisait tout à la main, qui n'avait pas d'ordinateur, et qui ne connaissait pas encore la physique du XXe siècle, mécanique quantique pour les intimes, qui permet de vraiment savoir comment le rayonnement va interagir avec une molécule, arriver à trouver plus 3 degrés, c'est quand même pas mal. Mais donc vous voyez que ce n'est pas que le réchauffement consécutif aux émissions de CO2 a surpris les gens. Ça fait presque 200 ans qu'on attend ça. D'accord ? Alors maintenant, ces gaz à effet de serre, comment on sait qu'ils viennent de nous ? De nouveau, autre question très pertinente. Et l'une des questions qui reviennent souvent, et l'un des doutes que je vais dissiper, c'est est-ce que par hasard, ce ne serait pas les volcans ? Et en fait, on va voir qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ce ne sont pas les volcans. Premièrement, si les volcans se mettaient à faire maintenant quelque chose qu'ils n'ont pas fait depuis 1 million d'années, ça se saurait. D'accord ? Pourquoi je dis 1 million d'années ? Parce qu'on connaît la concentration en CO2 de l'atmosphère depuis au moins 1 million d'années. Elle n'a jamais dépassé les 280 ppm qu'on voyait tout à l'heure depuis 1 million d'années, et là tout à coup on est à 400. Donc, si tout d'un coup les volcans se déchaînaient, comme jamais depuis 1 million d'années, quand même ça se remarquerait. Aussi, si c'était des éruptions volcaniques, le CO2 monterait par paliers. Vous voyez, il y a une éruption, hop, ça monte. Une éruption, hop, ça monte. Une éruption, hop, ça monte. Et puis entre deux éruptions, ça devrait être constant. Et c'est pas ce qu'on observe. Vous voyez, vous vous souvenez, on observe une croissance du CO2 dans l'atmosphère qui est monotone, qui est régulière. Ensuite, quelque chose, on va commencer à enfoncer les clous là. Les volcans émettent beaucoup moins que l'activité humaine. À peu près 0,5 milliard de tonnes par an.
les années, je ne sais plus si c'est en moyenne ou les années de grande éruption volcanique. Euh, je crois que c'est en moyenne. Contre, pour l'activité humaine, 30 gigatonnes de CO2. Donc vous voyez que l'activité humaine émet 60 fois plus que les volcans. Donc on masque complètement l'effet des volcans. Et puis, pour achever l'hypothèse des volcans, ce que montrent les observations du XXe siècle, ça le montre sans ambiguïté, c'est que quand il y a une éruption volcanique, ça refroidit le climat, ça ne le réchauffe pas. Alors la raison est que, bien évidemment, effectivement, le volcan, il émet du CO2, et donc ça c'est un gaz à effet de serre, mais il émet aussi tout un tas de poussières qui vont empêcher l'énergie solaire d'arriver sur Terre. Et c'est cet effet-là qui l'emporte. Donc vous voyez plein de raisons pour lesquelles ce ne sont pas les volcans. Alors maintenant, comment on sait que c'est nous? Eh ben voyons cela. Voici un petit calcul simple et révélateur. En rouge, c'est la concentration de CO2 observée. D'accord? Qu'est-ce qu'on a en bleu? On a le calcul, alors c'est tout bête, hein, ça se fait avec une feuille Excel, le calcul de ce qu'il devrait y avoir là-haut en principe, en ne connaissant que ce qu'il y avait au début comme CO2 là-haut, et que ce qu'on a émis chaque année. Alors je m'explique un petit peu. Il y a des gens dans les universités qui maintenant étudient ça dans tous les sens et qui vous donnent des tables de la quantité de CO2 qui a été émise chaque année par l'activité humaine depuis au moins 200 ans. D'accord? Ça existe. On sait aussi combien il y avait de CO2 dans l'atmosphère il y a très longtemps, d'accord? En tout cas avant 1800. Donc sachant ce qu'il y avait en 1800 et sachant ce qu'on a ajouté chaque année, eh ben, on peut regarder, d'accord, imaginons qu'il n'y ait que nous qui ajoutions du CO2 dans l'atmosphère, eh ben, je regarde ce qu'il y avait en 1800, pour savoir ce qu'il y a à la fin de 1801, j'ajoute ce qu'on est émis en 1801, puis je fais pareil pour 1802, pour 1803, pour 1804, tout ça jusqu'à l'année 2000. Et donc j'obtiens cette courbe bleue, qui est, qu'est-ce qu'il y aurait là-haut comme CO2 si les seules personnes, le seul facteur qui avait mis du CO2 dans l'atmosphère depuis 200 ans, eh ben c'était le facteur humain. Et vous voyez que les deux courbes collent quand même pas mal. D'accord? C'est quand même assez frappant. Et la différence là, c'est la déforestation. À savoir que si vous ajoutez à la courbe bleue tout le CO2 qui a été émis par la déforestation, c'est-à-dire quand on prend un arbre et qu'on brûle, eh ben le carbone qui était dans l'arbre, il va dans l'atmosphère. D'accord? Eh ben vous trouvez la différence. Donc vous voyez, c'est un petit peu comme si vous avez une carafe d'eau avec 1 litre d'eau dedans, vous demandez d'où vient ce litre, et puis vous demandez à votre fils, il vous dit oui, il y a 3 jours la carafe était vide, mais avant-hier j'ai mis un demi-litre, et hier j'ai mis 1 litre. Un demi-litre aussi, excusez-moi. Donc vous faites le compte, alors avant-hier 0,5 litres, hier 0,5 litres, d'accord, j'ai mon litre. Et bien là c'est exactement pareil. Il y a une certaine quantité de CO2 dans l'atmosphère, vous faites le compte de tout ce qu'on a ajouté depuis le début de l'ère industrielle, et vous trouvez cette quantité. Bah donc, la conclusion, c'est que c'est nous. Alors on peut tout à fait faire des tests pour arriver à plus de preuves. Donc par exemple, vous pouvez regarder la quantité d'oxygène qu'il y a dans l'atmosphère, en vous disant que si le carbone qui est là-haut en plus vient d'une combustion, eh ben, chaque fois que j'ajoute un atome de carbone, je dois aussi prélever une molécule d'oxygène. Et ça marche aussi. Alors d'autres tests, je ne vais pas passer en détail, hein, mais la concentration isotopique du carbone, le carbone 13, carbone 14, etc. En fait, le carbone, il a un petit peu une saveur. Tous les atomes de carbone n'ont pas le même goût, si je peux m'exprimer ainsi. Et ça permet tout à fait d'identifier d'où vient le carbone. Et on peut tout à fait, comme ça, se rendre compte que le carbone qui est là-haut, il vient de combustion de combustibles fossiles. Donc la conclusion, voilà, c'est que d'où vient cet excès de gaz à effet de serre dans l'atmosphère? Eh bien, il vient de l'activité humaine, donc déforestation, transport, activité industrielle, etc. etc. Donc voilà, j'ai fini pour mes 4 comment. Et puis maintenant, je vais juste dire un bref mot sur le consensus scientifique, parce que c'est quand même assez important. Donc,
parmi les gens qui, je dirais, participent au progrès de la connaissance dans ce domaine. D'accord? Quel est le degré d'accord sur les questions que je viens d'évoquer? Alors ça, c'est une étude qui est parue dans la littérature scientifique il y a 2 ans, donc elle a dû être faite avant, hein. Et à cette époque-là, déjà 97% des scientifiques étaient tout à fait d'accord avec ce que je viens de dire. Donc vous voyez, c'est quand même un consensus assez large. Maintenant, parlons un peu de mon expérience personnelle, du contact direct que j'ai avec ce consensus. Donc là, je vous montre la page du programme d'une conférence à laquelle j'ai assisté en 2015, qui s'appelait AGU Fall Meeting, dont AGU c'est American Geophysical Union. Et donc vous voyez, moi je parlais de physique des plasmas, mais dans cette conférence, il y a tous les gens qui parlent de sciences du climat. Donc il y avait 25 000 participants, il y avait 23 000 présentations, ce qui vous fait dire qu'il y a 2000 tirs au flanc qui sont là, mais 2000 tirs au flanc qui sont là, mais qui présentent rien. Et puis, vous pouvez aller sur le site internet de cette conférence, parce que le programme est en ligne. Et donc, je me suis amusé à chercher combien de speeches, d'interventions, combien de sessions, parce qu'assez souvent, les interventions sont groupées par groupe d'une demi-douzaine, on appelle ça une session. Combien de sessions s'interrogent sur l'origine du réchauffement? Combien de sessions s'interrogeaient même sur la réalité d'un réchauffement? Eh bien, 0, absolument aucune. Combien de sessions s'interrogent sur l'origine du réchauffement en question? Combien de sessions se demandent, combien de speeches se demandent d'où ça vient exactement? 0. Ce qui est très très clair quand vous allez dans ces conférences comme ça, et ce qui était déjà reflété dans le sondage, l'étude que je vous ai montré avant, c'est que les questions dont je viens de vous parler ne font plus du tout l'objet d'un débat scientifique. D'accord? Ça fait peut-être l'objet d'un débat dans la presse, ça fait peut-être l'objet d'un débat dans le monde politique, mais dans le monde scientifique, ça ne fait plus du tout débat, le débat d'un objet. Je dirais que les limites de la science sont loin. Ça fait peut-être 10, 15 ans, on va dire, j'en sais rien, hein, à peu près 15 ans, que les limites de la connaissance sont plus loin que ça, et que les questions dont je viens de vous parler, elles sont réglées. Donc voilà, je vais brièvement résumer tout ce que j'ai dit. On observe un réchauffement, on le voit, d'accord. Il y a plein d'indicateurs qui vont tous dans le même sens, et qui ne se sont pas arrêtés depuis 1998. Ce réchauffement, quand on analyse un petit peu la science du climat, on se rend compte qu'il ne peut venir que de l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Cette augmentation des gaz à effet de serre, à son tour, elle vient d'activité humaine. Il n'y a pas d'autre coupable possible. Et puis, il y a tout à fait consensus scientifique sur toutes ces questions. Je vous remercie. Et maintenant, vous pouvez poser la question que vous voulez.